Les micros sont déjà allumés. Parce qu'ils l'étaient tout à l'heure, mais les gens les ont éteints et voilà. Alors si, Marc, si tu veux bien, mets-toi juste là, en tant qu'animateur, et les autres, on va les mettre comme ça. Tout le monde a un micro, ils sont propres. C'est parti. Installez-vous. Bonjour à toutes et à tous, merci de prendre place. On va commencer la deuxième table ronde de cette matinée qui va se terminer à midi. Vraiment, c'est ce qu'on essaie de fixer comme timing. Et c'est une table ronde un peu spéciale, notamment parce que on a des lieux très divers, situés sur différents territoires, sur différents territoires en région. Et puis, ils sont fabriques de territoire, mais je vais laisser la main à monsieur Marc Lager, qui est l'animateur, et on a ce privilège-là, de cette table ronde, donc, qui commence avec des interventions, des vidéos à distance. Donc, on espère que les conditions techniques nous permettront d'être fluides sur ce temps-là. Je vous remercie et je vais passer la parole directement à monsieur Lager qui va prendre la main pour animer cette table ronde. Monsieur Marc Lager, je vous passe tout ceci. Tout est entre vos mains. Prenez un micro dédié, juste là, et ça va commencer. Vous me faites signe quand vous voulez que j'actionne le multimédia. Bien. Eh bien, écoutez, je vous propose de démarrer cette table ronde avec de très simples présentations. On y reviendra après. Vous avez les micros. Vous avez compris qu'il faut les solliciter un petit peu pour obtenir un résultat efficace. Voilà, donc on va dire très simplement nom, prénom, profession, organisme pour lequel vous travaillez. On verra bien entendu de façon beaucoup plus détaillée les présentations ensuite de vos activités. Dominique. Alors, Dominique Gossissard, je travaille pour ma société Loeli et je suis ici, je représente la fabrique de territoire 3L à Figeac. Julien Père, je suis chargé de mission au sein de la SIGSAPI qui porte et anime la fabrique de territoire Thierlieu-Limoux dans l'Aude. Bonjour à toutes et à tous, Claire Pitot, co-directrice de Bouillon Cube Lagrange au Cos de la Selle, fabrique de territoire. Et Élise Armentier, co-responsable de l'association Bouillon Cube au Cos de la Selle. Merci beaucoup. Donc, vous le comprenez, des représentants de fabriques de territoire. J'en ai dit un mot tout à l'heure. Je détaille un tout petit peu plus en quelques secondes. Une fabrique de territoire est cet outil qui permet de formaliser une palette aussi ouverte que possible d'appui au tiers-lieu sur le plan de la technique, de la logistique, de l'expertise, de l'animation. Nos interlocuteurs ont été sélectionnés lors des vagues précédentes de cet appel à manifestation d'intérêt qui est doté de 45 millions d'euros pour nous permettre de soutenir 300 fabriques en France au cours de ces vagues de l'appel à projet qui vont se succéder jusqu'à la fin de l'année 2021. La démarche, pour nous, est vraiment une démarche de développement territorial. Elle s'appuie notamment sur la maîtrise des outils numériques, la possibilité d'accompagner les publics à la connaissance de ces ressources-là, qu'il s'agisse de personnes en situation d'insertion sociale et professionnelle, qu'il s'agisse de gens qui ont un bon niveau professionnel, qui n'ont pas de difficultés vis-à-vis de l'emploi, mais qui se déclarent en difficulté vis-à-vis du numérique. Vous savez qu'il y a 13 millions de personnes en France dans ce cas, qu'il s'agisse de responsables d'entreprises, de porteurs de projets qui ont besoin de mieux connaître ces ressources-là. On a le numérique comme un facteur commun. Mais ça n'est pas le seul élément qui permet de soutenir ces démarches, puisqu'il y a tout le rapport à l'innovation, il y a tout le rapport au questionnement sur la maîtrise du lendemain, et aujourd'hui c'est encore plus d'actualité que d'habitude. Donc voilà un petit peu quelles sont les fonctions qu'une fabrique de territoire va exercer sur un territoire résilient. Aujourd'hui, nous nous intéressons en particulier à quelque chose d'assez déterminant, c'est la nature de la relation entre une fabrique de territoire et l'intercommunalité sur l'aire géographique de laquelle elle se trouve.
puisque, évidemment, les relations avec le département, la région, l'État ou l'Europe, notamment lorsqu'il s'agit de financer, sont importantes. Mais au départ, ce qui fait sens, c'est bien la relation entre la collectivité territoriale, la commune, représentée par son maire, l'intercommunalité, par le conseil de l'intercommunalité. Et c'est ça qui permet de jeter les bases d'une aventure qui va avoir du succès. Donc voilà, on va s'intéresser à ces questions-là, avec 2 temps. Le premier, la présentation de chacune des fabriques de territoire. Chacune a fait l'objet d'une vidéo, et vous insisterez ensuite, chacun pour votre compte. Et puis ensuite, un débat un peu plus ouvert sur cette question, quelle clé du succès entre la fabrique de territoire et la collectivité. Alors à la régie, je vous remercie de bien vouloir lancer la première vidéo qui va concerner FIJAC. Et je remercierai ensuite Dominique de prendre directement la parole pour faire des commentaires sur cette présentation. Alors, je crois comprendre qu'en fait, on est un petit peu dans une logique, dans une phase bêta, mais voilà, dites-moi si il faut encore un peu meubler ou pas. Non, impeccable. Alors l'Arrosoir, c'est un café associatif, familial, convivial et culturel. C'est un lieu, avant tout, géré par une association qui s'appelle Les Pieds en l'air, qui a été formée par un collectif d'habitants de Figeac, avec différents espaces. Un espace bar, qui reçoit les adhérents. Un espace un peu plus grand, qui permet de faire des activités, des projections, des conférences, des ateliers, de la danse, de la musique. La particularité, c'est que toutes ces animations sont proposées par nos adhérents. Et l'autre particularité, c'est que l'on se situe en fait dans le cœur de la ville de Figeac, donc vraiment à proximité des habitants. Donc FIJACTEUR, c'est une association qui est reconnue pôle territorial de coopération économique. Et en fait, on est des enfants de l'économie sociale et solidaire. On a été créé en 2015 pour mener des projets qui contribueront à l'attractivité du territoire figeacois avec une approche de développement durable et d'innovation sociale. Donc en 2018, FIJACTEUR a ouvert un lieu de préfiguration en centre-ville qui propose des espaces de coworking, une vitrine à louer pour nos adhérents ou encore des salles de réunion. Mais on envisage un lieu vraiment dédié à l'innovation sociale qui pourra héberger des membres partenaires, notamment l'entreprise d'insertion Regain, qui propose pas mal de services, notamment numériques ou encore autour du recyclage et des déchets avec une recyclerie pour un public en insertion. Et donc de faire de ce lieu futur avec les étages qui sont au-dessus de moi, un lieu dédié à l'émergence de projets d'innovation sociale et un lieu de rencontre et de transversalité à l'image des projets portés par FIJACTEUR depuis 4 ans. Donc l'OELI, c'est un lieu, c'est le labo de l'OELI ici, qui a été conçu justement pour développer l'autonomie des gens face à la création numérique et le coworking, le partage de savoir. Donc devenir fabrique de territoire avec l'Arrosoir et avec FIJACTEUR, qui sont à 2 pas du labo de l'OELI. C'est l'idée de mettre des ponts entre nos différentes compétences, mettre des ponts entre nos différentes activités, c'est permettre le développement d'une communauté d'usagers qui habituellement ne se rencontrent pas forcément. Ah si, c'est bon. Donc vous voyez 3 lieux, 3 domaines de compétences différents et complémentaires entre l'Arrosoir qui est le café associatif culturel, l'animation que propose FIJACTEUR et tout le domaine du numérique qui vit chez l'OELI. Donc la complémentarité
de nos 3 lieux a fait que nous espérons justement que faire fabrique ensemble va pouvoir apporter au territoire un développement intéressant. Dites-nous en 2 mots comment vous rayonnez un peu au-delà de ces 3 lieux, comment les choses prennent corps sur un espace géographique plus large. Pour l'instant, c'est tout nouveau, puisque on démarre les activités. Donc l'idée, ça va être de s'appuyer, donc je ne sais pas si c'est quelque chose dont on va parler après, sur les structures de l'intercommunalité aussi, pour développer les ateliers numériques, tout ce dont vous parliez sur l'inclusion numérique, tout est déjà prêt. C'est déjà modélisé et donc après nous allons travailler sur le schéma territorial pour voir dans les 3 ans qui nous sont donnés par la fabrique comment on va pouvoir asseoir ce réseau, le rendre pérenne et faire en sorte qu'il vive sur ce territoire, l'intercommunalité, voire même un peu au-delà. D'accord. Donc juste avant de lancer la 2e vidéo sur Limoux, je retiens que vous vous donnez du temps pour avoir une phase, on va dire, d'ingénierie de la mise en œuvre des opérations, de discussion avec les partenaires pour aller au-devant de leurs attentes en fonction du diagnostic qui sera conduit de façon mutualisée. Tout à fait. Alors, cette discussion avec les partenaires, on l'a déjà eue plus ou moins. Donc, on a la compétence numérique. Les partenaires ont monté, notamment l'intercommunalité, des lieux comme les Fab Labs, etc., qu'ils ne savent pas animer. On a au niveau départemental une association, enfin, une émanation du Conseil général qui est l'hôte numérique, dans laquelle nous sommes aussi impliqués. Donc après, c'est vraiment mettre en place ce schéma et le rendre actif. On détaillera tout ça tout à l'heure. Donc merci de nous faire voir à quoi les choses ressemblent sur le Limouxin. Qu'est-ce que c'est le tiers-lieu de Limoux? Le tiers-lieu est un lieu qui se situe quelque part entre la maison et le travail en tant que 3e instance dans les 2 lieux principaux de la vie. C'est un gros truc avec plein de gens qui travaillent pour le plaisir de travailler, qui font plein de choses ensemble. C'est un lieu de création et aujourd'hui d'innovation extraordinaire, quoi. C'est un catalyseur de plein d'énergie entrepreneuriale de la Haute-Vallée. Tous les tiers-lieux sont différents, chaque tiers-lieu a ses propres spécificités. Nous, ici à Limoux, on a opté pour un accès numérique et les activités qui tournent autour du numérique. Donc on trouve un chantier numérique, un chantier d'insertion numérique, on trouve un Fab Lab, on trouve du coworking, des ateliers autour du numérique, des professionnels du numérique. Florence Toudy, directrice de la SIC-SAPI et cofondatrice du tiers-lieu Limoux. Aujourd'hui, en tant que directrice, je coordonne les différentes actions portées par la coopérative et j'accompagne également les entrepreneurs dans la mise en œuvre et le développement de leur activité professionnelle. Alors l'avantage d'avoir le chantier d'insertion au sein du tiers-lieu, c'est de bénéficier de toute la richesse du tiers-lieu, de pouvoir être en relation avec différentes personnes qui ont différentes activités professionnelles, d'accueillir du public à travers le Repair Café. C'est vraiment de bénéficier de toute l'émulsion qu'on peut trouver au sein du tiers-lieu. Alors au départ, j'avais envisagé de faire du télétravail. Et j'ai découvert le tiers-lieu puisque j'habite à Limoux. Et pour moi, ça a été vraiment une solution très intéressante par rapport au télétravail où j'étais à travailler seul chez moi. Là, ça me permettait à la fois de travailler dans une dynamique professionnelle, ça me permettait aussi d'avoir un espace de travail dédié avec des outils mutualisés. Ça fait bouger les pratiques de nos enseignants et donc de nos élèves. Leur posture également change. Ce tiers-lieu convivial, ces espaces de coworking,
ces espaces très différents de nos espaces scolaires sont très inspirants pour nos pédagogies. Ce qui illustre le mieux pour moi aujourd'hui, c'est la newsletter du tiers-lieu qui foisonne d'initiatives toutes plus séduisantes les unes que les autres. Bien, voilà une deuxième présentation. Joël, pouvez-vous nous dire quelques mots de plus que ce qu'on voit? Oui, c'est bon. On a fait un petit peu le tour là, des activités du tiers-lieu, donc du coworking, le Fab Lab qui a la spécificité d'être occupé et animé par un chantier d'insertion, puis tous les projets annexes qu'on porte autour depuis 2015 et dans les locaux actuels depuis 2016. Et le lieu a pris de l'ampleur depuis ce temps-là. On était sur 200 mètres carrés au départ, on est maintenant sur 450, on a encore besoin de pousser les murs. Et cette labellisation Fabrique de territoire, elle est vraiment arrivée au bon moment. Elle est vraiment venue accompagner le développement du tiers-lieu et elle est venue reconnaître un ancrage territorial, une implication territoriale du tiers-lieu qui est une implication qui est forte et qui est ancienne. Et elle est vraiment venue soutenir notre capacité à développer des projets vraiment ouverts sur notre territoire, à devenir un lieu ressource pour les habitants et accompagner d'autres lieux aussi sur le territoire, vraiment devenir un lieu de rencontre, un carrefour. Et d'ailleurs, c'est marrant, mais l'idée de tiers-lieu qui a été lancée et portée par SAPI, à l'origine, c'était en 2013 avec cette volonté de mettre les compétences de la SIC, qui était un bureau d'études, au service du territoire et de projets citoyens, et ils avaient appelé ça le projet Fabrique citoyenne. Voilà, donc il y a quand même aussi une certaine logique, une continuité avec cette labellisation fin 2019, Fabrique de territoire. Très bien. D'ailleurs, je demanderai... Enfin, j'ai interviewé un de vos interlocuteurs élus référents, Philippe Andrieux, qui posait la question que je trouve intéressante: qu'est-ce qu'on fabrique dans ces fabriques? Voilà, on va continuer d'essayer d'y répondre avec la vidéo qui vient de la Grange, sur la commune du Cos de la Selle. Il s'agit du Grand Pic Saint-Loup, de la communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup au nord de Montpellier. On a créé l'association Bouillon Cube en 2006 à la Grange au Cos de la Selle, dans le département de l'Hérault. Et on développe un pôle culturel rural dans ce vieux mas de pierre qui date du XIe siècle. Aujourd'hui, Bouillon Cube, c'est une programmation culturelle avec plus de 60 représentations par saison pour plus de 10 000 personnes environ. Nous accueillons entre 10 et 20 résidents artistes par an. On met en place des projets européens et des accueils de volontaires, des actions culturelles de territoire et une programmation décentralisée. Bouillon Cube est reconnu atelier de fabrique artistique par l'État et lieu structurant par la région Occitanie. Bouillon Cube est une petite association au départ sympathique et pleine d'entrain qu'on a vu naître au début du siècle, qui a cru et embelli et qui est devenue une structure culturelle dépassant largement les limites du territoire communal au point d'être reconnue par tous les partenaires institutionnels locaux, que ce soit la communauté, le département, la région, l'ANRAC, etc. Et donc, dont nous savons tous aujourd'hui qu'elle a pignon sur rue. Depuis plusieurs années, des coopérantes et coopérants du tiers-lieu ont rejoint Bouillon Cube sur le site de la Grange. On travaille en complémentarité, en mutualisant espace et compétences pour créer un véritable pôle de ressources. Il y a différents secteurs d'activité qui sont représentés, comme l'action jeunesse, famille, éducation populaire, services de catering en milieu rural, mais aussi studios d'enregistrement et évidemment compagnies artistiques qui participent au bouillonnement du lieu. Plusieurs espaces sont disponibles selon les activités et les besoins. Un bureau partagé et un espace de coworking, une salle de vie commune avec un espace cuisine, une salle de résidence, enregistrement, activités, un amphithéâtre de 250 places et une scène concert. Il y a également un kiosque en bois financé grâce à des fonds leaders qui permet d'accueillir des activités hebdomadaires proposées par des associations locales. L'envie actuelle est de déployer les espaces et les possibilités de l'atelier de fabrique à l'horizon 2020-2021 dans un bâtiment restauré de 150 mètres carrés au total. Bouillon Cube a toujours été un acteur central du territoire, on peut dire une tête de réseau, et le tiers-lieu de Bouillon Cube
a permis d'accompagner tout un tas de projets. Et en parallèle des projets de la Grange, Bouillon Cube est à l'origine d'un archipel d'initiatives locales et citoyennes qui permet de poursuivre cette envie de faire ensemble, cette envie de commun, sans être forcément sur un même lieu. Aujourd'hui, l'archipel, c'est 4 communes, une vingtaine de structures et une 60aine de personnes. La Grange, c'est un pôle de ressources au service des habitantes et des habitants du territoire. C'est un lieu en constante ébullition et qui permet d'expérimenter, de mutualiser et de réfléchir ensemble aux nouveaux enjeux de notre territoire. Donc, Elisabeth et Claire, la particularité de... Élise, mais ça va. Je vous demande pardon. Vous m'avez pas corrigé dans la note de préparation. C'est vrai. Une co-direction, c'est un aspect particulier aussi. Donc, rajoutez s'il vous plaît quelques mots pour dire comment les choses évoluent et comment elles se présentent. On va faire du ping-pong, on adore faire ça. On est très fort du ping-pong. Ben, oui, du coup, nous, on a vraiment une spécificité, effectivement, d'être sur du rural. Même des fois, on le considère comme un ultra-rural, parce que c'est une commune de 350 habitants, et avec une identification forte sur le secteur culturel. Ça, c'est vraiment notre spécificité. Donc, comme on l'a dit, après, en étant reconnu atelier de fabrique artistique par la DRAC, lieu structurant par la région, et du coup, là, nouvellement, fabrique de territoire. Donc vous l'aurez compris dans la vidéo, les axes principaux qu'on développe depuis 15 ans, depuis la création de la structure, c'est l'axe culturel, avec plus de 60 représentations par an. J'ai un problème dans les oreilles, il n'y a que moi. C'est un petit peu de l'arsène parce que... Tout va bien. Donc voilà, avec une 60aine de représentations par an pour à peu près 10 000 spectateurs, spectatrices. Tout un programme aussi de résidence d'artistes. Après, on a aussi tout un panel d'activités jeunesse avec un centre aéré qui fonctionne tous les mercredis, toutes les vacances scolaires, pareil, depuis une quinzaine d'années. Toute une partie d'activités européennes avec des accueils de volontaires, des projets d'échange et de coopération dans l'espace européen. Donc l'origine de tous ces projets-là, l'entrée pour nous était toujours territoriale. Donc, au bout d'un moment, de nommer ça fabrique de territoire et tiers-lieu, c'était juste une évolution logique en fait dans notre projet, puisque quel que soit l'outil utilisé, notre objectif c'était toujours d'être au service d'un territoire et de ses habitants. Donc aujourd'hui, on développe donc cette partie tiers-lieu avec des espaces de travail partagés qui vont également être agrandis. Là, en mai, on a la livraison d'un nouveau bâtiment de 150 mètres carrés. Et en préfiguration à tout ça, on a travaillé autour d'un archipel d'initiatives locales et citoyennes. Je ne sais pas si tu veux en parler un peu. Ouais, un archipel, pour nous, l'idée, c'était de travailler sur une notion de tiers-lieu à ciel ouvert. Donc, c'est sur les 4 communes, en fait, donc Locos de la Cèze, Saint-Jean-de-Buège, Péguerolles-de-Buège, Saint-André-de-Buège. Donc, c'est un bassin de vie de 600 habitants. Hein, donc, pour le coup, on est vraiment sur des petites communes. Mais avec l'idée vraiment de faire du commun, donc autant sur du matériel, d'arriver à travailler ensemble, de faire de la collaboration, des partages de ressources, de compétences. Voilà. Et du coup, ça s'est mis en place depuis 3 ans, donc ça fait partie complètement du projet pour nous, en lien avec le tiers-lieu et du coup de fabrique de territoire. Bien, merci beaucoup pour ces précisions. Alors, on va engager la deuxième partie. Je voudrais donner 2 points un petit peu d'ordre. Premièrement, Louis, si jamais il y a des questions en ligne, merci de me les faire connaître. On verra comment on peut y répondre en fin de table ronde. Si vous avez des questions dans la salle, les contraintes techniques ne me permettent pas aujourd'hui de vous donner la parole directement, mais par contre, nous serons à votre disposition dès qu'on aura fini cette séance pour aller plus loin sur tel ou tel sujet. Voilà, donc avant de solliciter nos interlocuteurs à distance, et notamment M. Barbe, qui est le président de la communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup, je reviens vers vous et je voudrais savoir, Dominique, dans un premier temps, comment s'organisent les relations avec la communauté de communes, sachant qu'il y a quelque chose d'un peu particulier, elle présentait aussi un projet de fabrique, et c'est celui de FIJACTEUR et du groupement que vous avez constitué qui a été plutôt retenu. Voilà, comment les choses évoluent-elles aujourd'hui dans ce contexte un peu particulier ? Alors, je dirais qu'on est déjà sur un alignement de planètes qui est intéressant entre la labellisation fabrique de territoire et les élections qui sont passées. Donc, on est dans une période calme avec une commune centrale de Figeac et l'intercommunalité qui fonctionnent très bien ensemble. Donc là, sur ce plan-là, il n'y a aucune difficulté. Je pense que à terme, ce que voulait faire le Grand Figeac en tant que fabrique de territoire, c'était essayer d'animer des lieux qu'ils ont créés et qui n'arrivent pas à animer aujourd'hui, comme le Fab Lab, comme la cyberbase, comme dans différentes communes, des lieux qui ne vivent pas aujourd'hui ou pas suffisamment
à leur goût. Et nous, en fait, on va travailler avec eux sur l'animation et la mise en place d'animation dans ces lieux aussi. C'est l'objectif, au terme de ces 3 années, de créer une ingénierie, comme vous disiez tout à l'heure. Ça n'aurait pas de sens si on recevait cet argent, l'argent public, pour dire on met en place des ateliers. L'intercommunalité, la communauté de communes de Figeac, c'est 92 communes et c'est 45 000 habitants. Donc un atelier que l'on créerait avec cet argent, ça ne servirait strictement à rien. Donc l'idée, c'est d'accompagner, de faire monter en compétence des personnes ressources dans les différents lieux identifiés, d'apporter de la formation, puisque c'est ce que l'on a, de modéliser les ateliers que l'on a déjà fait. On met en place une plateforme d'apprentissage en ligne aussi pour servir de relais dans ces différents lieux. Et surtout, après, de travailler, Figeacteur sait faire ça parfaitement au niveau de l'animation et de la réflexion, de travailler à la recherche du modèle économique. C'est-à-dire qu'à l'issue de ces 3 années, ce que l'on a mis en place doit pouvoir vivre sans subvention, on l'espère. Voilà. Et les subventions, si on en retrouve après, devront servir à autre chose. Mais sur la formation de médiateurs numériques, sur l'accompagnement, sur la création de lieux comme l'arrosoir, que l'on a commencé à modéliser déjà aujourd'hui, tout cet ensemble de choses. Donc l'argent de la fabrique va servir aussi à cette animation. Donc c'est créer notre propre réseau au sein de l'intercommunalité, en s'appuyant, en travaillant avec l'hôte numérique, en travaillant avec le Grand Figeac et les municipalités. D'une part, c'est après se greffer sur les réseaux dont parlait Annie tout à l'heure. Et ensuite, par rapport à l'intercommunalité, la discussion que nous avons actuellement, c'est si on est en recherche d'un modèle économique, ce que l'on va mettre en place a un coût. Quand on va mettre en place dans des villages des ateliers, ça a un coût. Donc, comment permettre à tous les citoyens de pouvoir accéder à ces ateliers, à ces formations? Et c'est là que nous avons engagé la discussion avec la communauté ou avec les municipalités sur notamment le pass numérique. Voilà, quel rôle je peux jouer le pass numérique dans ça. Et le principe sur le papier est très très intéressant. C'est-à-dire que ça permet aux acteurs, eux, de s'impliquer directement. Ça permet aux citoyens de voir que l'intercommunalité ou la commune s'implique dans l'inclusion numérique ou dans l'accès au numérique. Et nous, c'est notre métier, c'est notre passion derrière d'animer. Donc, je pense que c'est une alchimie qui peut être très bonne, sur laquelle on a bon espoir. Bien. Je vous remercie parce que votre témoignage montre à quel point vous mettez en œuvre un certain nombre de critères qui étaient déterminants dans notre appel à manifestation d'intérêt. Le premier, c'est celui de l'équilibre économique, du modèle économique. Donc, un vrai travail sur ce sujet, il a été évoqué tout à l'heure par le représentant de Pollen. C'est un travail qui est très important. Évidemment, dans les zones les moins denses, il y a un problème de marché, un problème de rentabilité plus important que quand on est dans le cœur des grandes villes. Et cette question-là, elle doit être étudiée. Nous l'étudions au niveau national pour savoir quel est le niveau de financement public qu'on peut apporter sans pour autant se retrouver en contradiction avec ce qu'on appelle le principe des aides d'État. Vous savez que si on verse trop d'argent public à une démarche, quelle qu'elle soit, privée ou publique, eh bien on peut se retrouver en contradiction avec le traité de fondation de l'Union européenne qui privilégie la concurrence. Le deuxième point que vous abordez, c'est la palette des services, et notamment du numérique. Donc il est clair que quand on ouvre cette palette de services en accompagnant des acteurs, en formant des gens, en mettant en œuvre des dynamiques, on va dire, qui vont fonctionner de manière virale, on apprend à Durand, qui apprend à Dupont, qui apprend à la Forêt, etc. Donc ça fait partie des éléments très importants. Alors je ne vais pas insister là-dessus, mais je voulais quand même souligner cet aspect-là. Ensuite, Julien, du côté de Limoux, dites-nous s'il vous plaît comment votre initiative, qui est finalement pas si ancienne, 2013,
fait maintenant partie du Landerneau audois et pas simplement du Limouxin. Comment êtes-vous perçu par l'intercommunalité alors que, si j'ai bien compris, on vous sollicite de plus en plus souvent pour une expertise sur le développement économique et territorial ? Oui, c'est un petit peu le paradoxe chez nous, c'est qu'on a quand même un ancrage territorial assez fort. On est reconnu sur notre territoire de l'Haute-Vallée, reconnu au niveau du département. On est sollicité fréquemment à différentes échelles. On a de très bons rapports avec les partenaires institutionnels, les services de l'État, la sous-préfecture, avec le département et avec l'intercommunalité et le PETR de notre territoire. Le lien, il a toujours été assez ténu et dès le début, ils savent ce qu'on fait, mais ils n'ont jamais été proactifs à notre égard, jamais en recherche d'informations, de complémentarité. On n'a pas d'élus référents, pas de techniciens qui nous suivent et on n'a jamais eu non plus de financement direct à l'activité du tiers-lieu ou à l'investissement, uniquement des cofinancements sur des projets particuliers. Mais voilà, je pense que c'est des choses qui évoluent. La labellisation nationale Fabrique de territoire, elle apporte un saut aussi institutionnel auquel les collectivités sont sensibles. Et puis on développe aussi des projets dans le cadre de la politique de la ville, avec les dispositifs quartier d'été, quartier d'automne pour la destination des jeunes. Donc ça, il y a un peu une entrée aussi par le petit côté de la lorgnette, par les collectivités qui voient les choses par rapport à ses compétences et par rapport aux animations qu'elles mènent. Et puis là, on est en train de lancer aussi un espace de vie sociale, donc c'est une labellisation de la CAF, avec de l'accueil du public pour de la médiation, des ateliers citoyens, adossé aussi un café-cantine associatif, donc qui apporte aussi une reconnaissance supplémentaire sur le territoire. Donc les choses avancent de fait parce qu'on s'intègre aussi dans leur dispositif, on répond à leurs compétences et à leurs actions. Et les choses avancent aussi de fait parce que ça a toujours été aussi le principe de SAPI dans l'animation du tiers-lieu et globalement dans la vie de l'entreprise, c'est qu'on avance, on y va et voilà, et ça se passe bien. Alors peut-être que chacun d'entre vous, sur vos territoires, vous pourrez retrouver ce genre de phasage, on va dire, des relations. J'ai l'impression qu'il y a un temps d'observation, un temps de compréhension et de reconnaissance. Alors, j'ai été, parce qu'il ne pouvait pas venir aujourd'hui ou même intervenir à distance, donc j'étais à la rencontre de Philippe Andrieux, qui est maire de la petite commune de Cépie, qui est vice-président de la communauté de communes du Limouxin et conseiller régional. Et donc, il m'indiquait que pour lui, s'il fallait retenir 3 mots de cette démarche que vous avez engagée et de la façon dont vous pouvez la soutenir, eh bien, ce serait lisibilité, accessibilité et efficacité. Alors, je donne quelques détails sur ce qu'il m'a indiqué. D'abord, la lisibilité consiste à faire un peu de pédagogie parce que ce terme de tiers-lieu, il n'est pas bien compris par tout le monde. C'est vrai que c'est un peu mot-valise et il faut garder cet aspect multiforme, mais ensuite, il faut que les gens sachent un petit peu qu'est-ce qu'ils vont y trouver et comment, collectivement, ce terme peut devenir un label qui permet de comprendre qu'on va avoir une qualité de service en termes d'espace collaboratif, d'aspect à des services de prototypage par les Fab Labs, de ressources en médiation numérique. Il considère, Philippe Andrieux, que ce que vous offrez, c'est la porte d'entrée vers ces services-là et qu'il faut bien le reconnaître. Sur le deuxième point qui concerne l'accessibilité, il pose un problème qui est inhérent et très fortement attaché au principe du commerce. Je me rappelle quand j'étais enseignant, notamment auprès d'écoles de gestion de commerce, on avait coutume de rappeler qu'il y a 3 principes dans le petit commerce. Le premier, c'est la proximité. Le deuxième, c'est la proximité. Et le troisième, c'est la proximité. Donc, comment des lieux comme les vôtres qui accueillent du public sont-ils reconnus ? Sont-ils visibles? Et surtout, est-ce qu'on peut se garer à proximité? Comment on accède facilement? Donc, c'est une des clés du succès de ce responsable territorial. Et puis, le troisième point porte sur
l'efficacité. Et là, je pense que c'est une histoire de relation entre personnes humaines et il fait apparaître la confiance qui a émergé entre les responsables de la fabrique et ceux de l'intercommunalité et qui permettent de montrer qu'il y a des capacités d'investissement qui se développent et qui sont à la hauteur des enjeux importants d'aujourd'hui, enjeux en termes de développement écologique, en termes de maillage territorial pour développer vos opérations, enjeux vis-à-vis du contexte de la crise sanitaire, qu'on rappelle régulièrement, donc je n'insiste pas, et il conclut en indiquant que ce qui est très intéressant dans la relation qu'il entretient avec vous, c'est le fait que chacun reste à sa position, la SIC n'est pas impliquée sur des démarches d'administration générale, mais que ces espaces de relation sont définis de façon très respectueuse entre les deux parties et qu'il y a des espaces de discussion qui restent ouverts et qui permettent d'avancer correctement. Voilà son témoignage. Donc on vient maintenant sur l'Hérault et le Pic Saint-Loup. Dites-nous s'il vous plaît comment les choses se passent de votre côté. Y a-t-il des points particuliers qui rendent la relation assez robuste avec la collectivité? Qu'est-ce qu'on peut à nouveau partager comme éléments très concrets, très opérationnels qui permettent de savoir comment avancer dans ce tandem? Alors peut-être juste quand même dire en 2 mots quand même qu'on a un partenariat privilégié avec la communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup, qu'on travaille vraiment en bonne intelligence depuis le début et depuis la création de l'association il y a 15 ans. Et que ça c'est vraiment, ça a été une force aussi. Surtout qu'on a eu une entrée du coup sectorielle, on a donc en priorité avec un partenariat le service culture, comme on l'a dit avec notre spécificité culturelle, mais aussi avec un service jeunesse, avec notamment toute la partie lien avec les services adolescents, formation, un co-accueil de volontaires européens, et puis aussi avec un service, avec le service agriculture, notamment via le groupe Action Locale et les leaders. Voilà. Du coup, ça permet vraiment pour nous de ce côté multisectoriel permet vraiment pour nous d'être le levier, le facteur de développement du territoire rural. On sent qu'il y a une force en fait qui est vraiment importante et que ça répond du coup à notre fabrique de territoire. Donc ça c'était déjà à la base. Après sur les 3 points forts. Je crois déjà que pour revenir sur ce que dit Élise, effectivement, l'entrée sectorielle au départ à la construction du projet, elle est extrêmement importante parce qu'elle permet une identification vraiment forte et beaucoup plus directe. C'est-à-dire qu'au début, on a un seul et unique interlocuteur, un seul vice-président, c'est celui qui est à la culture. Bon, par chance, aujourd'hui, c'est devenu notre président de communauté de communes. Donc ça facilite aussi les choses, on peut pas le... Voilà, puisque notre projet était très bien identifié dans cette entrée culture, puis dans cette entrée jeunesse, puis auprès des différents services. Donc je crois que chez nous, en tous les cas, ça a été vraiment une clé de réussite où aujourd'hui, ce serait peut-être plus compliqué d'arriver avec la multiplicité de projets qu'on peut développer sans avoir déjà eu un travail plus sectoriel. Ensuite, ça c'est notre fer de lance, c'est notre fondement. Notre action territoriale, notre implantation territoriale. L'implantation sur le territoire, ouais. C'est-à-dire qu'on vit ce territoire au quotidien. On a un centre d'accueil pour les enfants depuis 15 ans. On fait espace de vie, de lieux de rencontre, de lieux de convivialité. De l'éducation artistique et culturelle sur tout le territoire avec plein de publics, des maisons de retraite, des écoles de musique, des associations, les écoles de la maternelle jusqu'au lycée. Donc tout ça, ça fait qu'on est les participations effectivement aussi au GAL, comme le disait Élise. C'est vrai que tout ça fait vraiment que c'est un territoire qu'on vit et des élus qu'on peut rencontrer dans différents contextes avec un projet qui est vraiment au service des habitants, comme on le disait tout à l'heure. Et le 3e point, c'est aussi qu'on a réussi à travailler aussi en lien avec nos autres partenaires qui sont la DRAC, la région, à travers notamment des comités, en fait, des comités de travail où chaque année, en fait, on réunit ces partenaires-là autour de la table. Et du coup, c'est une force aussi pour nous d'avoir ces partenaires qui sont tout autour de la table avec nous, qui réfléchissent du coup, à ce projet et à cette implantation territoriale et au devenir du projet aussi. Donc pour nous, c'était important. Et notamment dès qu'on est dans des choses un peu innovantes. Alors là, avoir tous les partenaires sur un comité de suivi, au moins une fois par an, autour d'une table, que chacune entende le même discours, c'est un élément vraiment fondateur de notre relation avec la communauté de communes et les partenaires en particulier. Bien. Écoutez, moi j'éprouve beaucoup de plaisir à écouter
cette histoire racontée en tandem. On sent qu'il y a beaucoup de complémentarité qui est recherchée. Et si j'avais un terme, il y a un terme qui me vient à l'esprit, c'est celui de la clarté. C'est-à-dire que si vos relations sont robustes, c'est que chacun annonce la couleur et reste dans cette couleur plutôt que de se disperser un peu partout. Reste que, et ça sera la question suivante, il faudra voir comment les choses peuvent se passer quand vous intervenez en transversal, et j'anticipe un peu trop. Alors, on va avoir, je pense, normalement en ligne, M. Barbe, Alain Barbe, qui est le président de la communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup. Voilà, je vous vois à l'écran. Pour des raisons techniques, je voulais indiquer, M. Barbe, et je vous remercie de votre intervention. Je vous pose mes 2 questions tout de suite et je vous remercie d'y répondre ensuite. Premièrement, pour quelles raisons la communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup a-t-elle décidé de développer un partenariat avec Bouillon Cube ? D'ailleurs, vous n'avez pas donné l'origine du terme, j'y reviendrai. Et ensuite, pensez-vous que Bouillon Cube soit un acteur pertinent pour tester la mise en œuvre de nouvelles politiques publiques locales pour prototyper des services à venir ? On vous écoute. Vous pouvez y aller. Correctement entendu, c'est à vous. D'accord. Très bien. Bonjour. Bonjour à tout le monde. Alors en effet, notre histoire avec Bouillon Cube est une histoire qui a été très clairement rappelée. Oui, bonjour à toutes et à tous. Écoutez, je suis très heureux d'être avec vous à distance, mais heureux de participer à cette table ronde. Vous m'entendez bien ? J'ai un petit décalage entre mon intervention et le micro. Je vais... Alors, pardon, excusez-moi, je m'entends en même temps, mais en décalage, donc c'est un petit peu compliqué. Je voulais juste rappeler ici... Est-ce qu'on peut recaler? C'est un peu difficile. Je ne sais pas si vous m'entendez. Je vous conseille de développer votre argumentation sans vous arrêter. On vous entend très bien. Ah oui. Encore faut-il qu'il voit le texto, mais... Ouais, je pense qu'en fait, il s'entend. Il y a un retour, du coup, c'est... Oui, merci de terminer le texto alors. Voilà. On attend peut-être ce détail pour un tout petit peu plus tard. Donc, pour rebondir sur cette question-là, et je voudrais savoir quels sont vos avis sur les opportunités qu'offre une coopération entre la collectivité territoriale, et notamment l'intercommunalité, et la fabrique. Notamment, on l'avait peu évoqué, mais je voudrais qu'on y revienne, en termes de mobilisation de financement à l'extérieur, puisqu'il y a des questions d'opportunité, il y a des questions de posture, il y a des questions d'éligibilité. Donc, pouvez-vous rapidement, au travers d'exemples très concrets, indiquer quels sont des financements que vous avez pu obtenir vous ou la communauté de communes, parce que vous étiez dans cette logique d'alliance, de complémentarité et de travail en commun. Dominique, je vous en prie, si vous avez quelque chose en tête. Nous on démarre, donc on démarre avec la fabrique de territoire, donc on n'est pas allé dans cette logique-là encore. Donc ça c'est dans notre trio, c'est un peu le travail de FIJACTEUR qui fait ça très bien, de chercher comment elle peut aller chercher des ressources et mettre en lien ces différentes composantes. Mais pour nous, ce n'est pas encore du concret, quoi. Bien. Joël.
Julien, oui. C'est pas grave. Non, chez nous, il y a eu quelques cofinancements de l'intercommunalité ou du PETR qui ont permis de solliciter, mais pas sur le fonctionnement général ou l'investissement général du tiers-lieu, vraiment sur des projets ponctuels qui ont permis de solliciter donc des fonds leaders et puis des fonds en lien avec la politique de la ville. Mais ce lien financier avec la communauté de communes ou le PETR, il va être davantage déterminant par la suite parce qu'on est en recherche de locaux immobiliers, donc rester dans les lieux actuels ou s'implanter ailleurs. Et à la fois, on n'a pas vocation à porter de l'immobilier, nous, la structure, et on n'en a pas la capacité parce que ça demande quand même une surface conséquente et c'est là où le lien avec la collectivité, soit pour nous mettre à disposition du foncier ou pour nous soutenir sur ce projet d'investissement, il sera déterminant. Et du côté de la Grange ? Là, on est sur, c'est pareil, c'est le début pour nous de la fabrique de territoire. Après, on a les multiples financements sur la partie culture et jeunesse. En tout cas, là, on est sur aussi des demandes plutôt d'équipement et des demandes leaders, donc soit leader, soit région, en complément pour sur le tiers-lieu. Et voilà, et on travaille effectivement en lien avec la communauté de communes sur ce dépôt-là. Voilà, pas plus. Bien, sans oublier le financement que vous a apporté l'État aussi, qui nous... Oui. Bien sûr, celui-là, on le redit pas. Bien, je retourne du côté de la régie. Est-ce qu'on peut renouer contact avec Monsieur Barbe ? Dites-moi si c'est possible ou pas. Ah bon, ça semble difficile. J'en suis désolé. Bien, écoutez, je voudrais... Oui, je pense qu'on va tenir le timing. De façon un peu plus libre en fin de table ronde, je vous propose de m'indiquer ce qui, selon vous, et qu'on aurait pu ne pas évoquer auparavant, constitue un élément intéressant. Et je pense à cette question que j'avais posée à M. Barbe. Une complémentarité pourrait-elle être identifiée entre un tiers-lieu fabrique et une collectivité, notamment en termes de prototypage de nouvelles politiques publiques locales dans le domaine de la jeunesse, de la culture, de l'agriculture, de l'innovation ou autre? Est-ce qu'il n'est pas intéressant pour la collectivité de s'appuyer sur une phase d'expérimentation pour immédiatement définir des services très concrets à la population? Alors, je vais prendre un exemple. Passer d'un centre de vacances qui fonctionne 15 jours ou un mois par an à un centre aéré qui fonctionne toute l'année. Parce qu'on aura identifié des familles, des demandes, des gestes professionnels, des qualifications, des autorisations, tout ce qui rentre dans les ERP, etc. Donc, sur la base de cet exemple, pensez-vous qu'il y ait d'autres types d'actions qui pourraient être utiles à la collectivité ? Alors, si c'est moi qui commence, je pense que c'est tout le sens de la fabrique chez nous. Enfin, au moins sur le FIJAC, sur le grand FIJAC, voire sur les départements du Lot, puisqu'il y a Lot numérique aussi. C'est, comme je disais tout à l'heure, l'intercommunalité met en place des structures qu'elle peine à animer parce qu'elle n'a pas forcément dans ses ressources humaines les gens qui ont les compétences, qu'elle n'a pas forcément l'agilité, qu'elle n'a pas forcément toutes les possibilités de le faire. Et en face, nous, on arrive avec chacun dans nos domaines des compétences et des passions et la possibilité d'animer des structures que met en place l'intercommunalité. Donc c'est tout l'enjeu des 2-3 prochaines années-là, c'est de vraiment arriver à construire quelque chose de vivant et ensemble, entre la communauté et la fabrique. Ça va vraiment être l'enjeu. Et puis, je reprends des termes que vous aviez utilisés où il va y avoir un gros travail de communication pour que ce soit clair pour les habitants du territoire concerné, qu'on travaille ensemble et que nous sommes un lieu de ressources. Qu'ils sachent que quand ils vont vouloir créer un café associatif ou qui est aussi labellisé lieu de vie sociale ou créer un lieu de vie de cette façon-là, ils puissent
s'adresser à la fabrique quand il va y avoir un besoin en formation autour de la médiation numérique, autour de la culture numérique, autour du développement informatique, etc. Ils sachent qu'ils aient ce lieu ressource qui existe et qui va travailler sur tout le territoire. Donc j'entends, mais dites-moi si je me trompe, que la collectivité territoriale met en place un certain nombre de propositions, éventuellement ouvre des lieux et veut développer ses prestations, mais que pour accompagner à ce changement, à cette transformation, vous êtes en capacité de mobiliser des expertises particulières, d'animer des démarches, éventuellement d'intervenir à des horaires qui ne sont pas toujours ceux de la collectivité elle-même. Est-ce qu'on est bien sur cette fonction-là, un petit peu à la marge du système actuel et en avance sur celui qui est à venir? On est tout à fait sur cette dimension-là, puisque voilà, les ateliers sont hors temps bureau, hors temps scolaire, sont le samedi, voire on a envisagé des ouvertures le dimanche sur certains des lieux, le samedi parce qu'on est proche du marché, donc on va pouvoir avoir avec le lieu de vie sociale des interactions, etc. Donc on a cette capacité, cette agilité que n'a pas forcément la commune ou l'intercommunalité. Et on a après, avec FigeActeur, dont l'animation est quand même le cœur de métier, cette possibilité d'aller capter aussi les expériences innovantes qui se font sur le territoire et de les modéliser et d'en faire de nouveau une nouvelle ressource pour le territoire. Bien. Comment cette problématique se déroule sur l'Aude? Alors, on aimerait bien être un espace de prototypage pour la collectivité, mais comme le soulignait Philippe Andrieux, l'élu du territoire, les choses sont assez cloisonnées entre les missions de la collectivité et nos actions. Et alors des Charles, il faut dire aussi que c'est quand même des collectivités très rurales. On est sur un territoire très rural, 40 000 habitants, 140 communes, très vaste. Des collectivités qui ont pris aussi la loi NOTRe de plein fouet, avec en même temps des fusions, donc qui sont peu armés en termes d'ingénierie. Et puis des élus qui sont maires de villages bien plus qu'ils ne sont élus communautaires aussi. Voilà. Et donc ça revient aussi à la question de cette acculturation au concept de tiers-lieu et cette acculturation aussi à ce qui est la transversalité, la coopération. Voilà. Mais de fait, on est quand même un espace de prototypage et de conception pour la collectivité, mais collectivité au sens de communauté d'habitants du territoire. Et ça se matérialise au travers du tiers-lieu de la fabrique de territoire. Ça s'est matérialisé à partir de 2015 avec donc SAPI a été à l'origine du pôle territorial de coopération économique 3.20. Alors j'en parle parce que j'en ai été l'animateur jusque l'année dernière. Alors quand a cessé le programme, j'étais dans les locaux du tiers-lieu, et quand le programme PTCE s'est arrêté, je ne voulais pas franchement partir, et c'est ce qui m'a valu mon arrivée dans SAPI et dans le tiers-lieu. Donc voilà, c'est aussi un bon exemple de comment ces lieux peuvent capter et garder des gens sur le territoire. Voilà, et puis espace de prototypage au travers de coopératives jeunesse de service qu'on mène les étés, de cet espace de vie sociale qu'on lance à présent. Mais voilà, les choses, elles se font pas à pas et lentement. Bien, écoutez, puisqu'il y a une progressivité, sachez qu'on vous donnera rendez-vous à la fin de l'année 2021 et à la fin de l'année 2022 dans le cadre de notre démarche d'évaluation des fabriques et de consolidation des informations qu'on pourra tirer de part et d'autre, parce que ça fait partie évidemment des éléments forts. Voilà, donc dernière intervention. Pouvez-vous nous dire comment ça se passe du côté de chez vous, et pouvez-vous s'il vous plaît terminer cette table ronde en nous expliquant, je pense que c'est assez illustratif, d'où vient Bouillon Cube. Avant de vous dire d'où vient Bouillon Cube, déjà nous on essaie vraiment de travailler avec la communauté de communes en tant que partenaire. On croit très fort que chacun à son endroit, chacun avec sa spécificité, on peut vraiment arriver à quelque chose d'efficient sur le territoire sans se substituer aux missions de l'un comme de l'autre. C'est-à-dire qu'on espère pouvoir être un appui pour notre communauté de communes dans le développement des tiers-lieux sur le territoire, par exemple, comme la communauté de communes peut s'appuyer sur nous
sur un diagnostic de terrain, voilà, plus tous les jours, comme on disait tout à l'heure, sur les marchés, dans les centres aérés, etc. Voilà, donc ça c'est quelque chose qu'on trouve, nous, auquel on croit beaucoup. On a commencé un travail très très récent là-dessus avec la communauté de communes, en réussissant, je crois que ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, mais un peu la clé, à réunir différentes vice-présidences. Donc à partir de là, on peut attaquer un travail multisectoriel de comment est-ce qu'on fait politique à leur sens en eux et vie de la cité dans notre sens à nous, autour du développement de tiers-lieux sur le territoire. Avec notamment l'idée vraiment d'une complémentarité et pour prendre un exemple concret, le service développement économique met en place des déjeuners régulièrement sur des thématiques précises pour les entreprises et les structures du territoire. Et voilà, donc ça c'est des choses qui mettent en place déjà depuis quelques temps. Il y a l'idée que nous on puisse faire le relais, donc pas venir remplacer ce qui se passe déjà sur les différentes communes avec ces déjeuners, mais de pouvoir en faire le relais sur notre zone à nous, qui est un peu le territoire plus rural de la communauté de communes, et de pouvoir travailler en bonne intelligence sur des choses plutôt que d'en faire qu'une fois, mais le faire plusieurs fois, et nous d'y amener peut-être aussi notre expertise en tant que tiers-lieu, avec peut-être des interventions et des intervenants intervenantes spécifiques à ce qu'on développe au sein de la fabrique de territoire, notamment aussi en lien avec l'archipel d'initiatives locales, et du coup ce qui se développe sur ce territoire-là de 4 communes. Justement, si j'ai encore une seconde sur le prototypage, alors là on sort de notre territoire, mais c'est quand même une démarche qu'on monte en commun avec la communauté de communes. On est sur un projet de coopération leader avec 10 habitantes du territoire, plus des techniciens de la communauté de communes, pour aller regarder comment ça se passe au niveau des tiers-lieux et des logiques multisectorielles comme facteurs de développement en Finlande et en Espagne, avec un livrable. Voilà. Et donc il y a quand même une idée de prototypage là derrière aussi, même si ça sort de comment est-ce qu'on fait des tiers-lieux sur notre territoire, de voir comment d'autres territoires s'organisent autour de ça. Et c'est quelque chose qui est financé par des fonds leaders, évidemment, avec la participation de plusieurs personnes du GAL. Et voilà, on va voyager avec des personnes de la communauté de communes. Très bien. Et alors pour la petite histoire, donc Bouillon Cube, c'est parce qu'on a beaucoup voyagé et qu'on a beaucoup de croisés des bouillons cubes dans la cuisine et notamment en Afrique. Voilà. Et donc il y avait le côté bouillon, le bouillonnement d'activité, le côté cube carré qui nous plaisait bien. Voilà, donc donner beaucoup de goût avec quelque chose au départ d'assez concis. L'association des deux nous plaisait bien. Voilà, j'ai compris qu'effectivement cette créativité a besoin de rigueur et de méthode. C'est ça. Voilà, donc juste un tout petit regret, et je présente nos excuses à Monsieur Barbe, puisque il n'a pas pu intervenir. Je fais un peu de publicité au passage pour sa commune, les Matelles, qui est une commune médiévale magnifique, et aussi pour le terroir des vins du Pic Saint-Loup. Je ne doute pas que les vins sont très bons ici aussi, mais sur le Pic Saint-Loup, ils valent le détour. Voilà, merci, et puis à tout de suite si vous souhaitez nous poser des questions complémentaires.